la une de l'actualité ce 30 juin 2020, au Lesotho, un juge a ordonné la libération conditionnelle de l'épouse de l'ex-premier ministre Thomas Thabane, inculpé de meurtre. En Côte d'Ivoire, la population a peur après l'attaque djihadiste qui a coûté la vie à 13 militaires à Kafolo, à moins de 100 km sur la frontière burkinabé. Et puis en Tanzanie, les élèves ont retrouvé le chemin de l'école après 3 mois d'interruption en raison de l'épidémie de Covid-19. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. Au Niger, le ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum a quitté le gouvernement. Ce départ vise à lui permettre de mieux préparer l'élection présidentielle de 2020 à laquelle il est candidat. C'est ce qu'a affirmé un de ses proches. Candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle de 2020, Mohamed Bazoum, le puissant ministre nigérien de l'Intérieur, a quitté le gouvernement dans le but de mieux se préparer. Au thème d'un réaménagement technique du gouvernement, il a été remplacé ce lundi à son poste par Al-Kaché Al-Hada. Ce dernier occupe depuis septembre 2019 le portefeuille de ministre délégué à la sécurité publique au ministère de l'Intérieur. Âgé de 60 ans, Mohamed Bazoum, homme clé des 2 mandats présidentiels du président Mahamadou Issoufou, élu en 2011 et 2016, a été investi en mars 2019 candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Le premier tour de la présidentielle couplé aux législatives est fixé au 27 décembre prochain. 3 autres poids lourds, l'opposant Hama Amadou du mouvement démocratique nigérien, le MODEM, Seyni Oumarou, le dirigeant du mouvement national pour la société de développement, et Mahaman Ousmane, ex-président de 1993 à 1996, sont aussi dans la course pour 2020. L'ex-chef de la diplomatie Ibrahim Yakuba et le général Salou Djibo, ex-chef de la junte militaire au pouvoir de février 2010 à avril 2011, qui se présentent pour la première fois à une élection au titre du tout nouveau parti Paix, Justice, Progrès, ont également annoncé leur candidature. Depuis 2017, l'opposition refuse de siéger à la Commission électorale nationale indépendante CENI et conteste le nouveau code électoral élaboré, selon elle, sur une base non consensuelle, sans la participation qui a été adoptée en juin 2019 par le Parlement. Elle a d'ailleurs exigé ce lundi la dissolution de la CENI. La justice du Lesotho a ordonné ce lundi la libération conditionnelle de Maïsaïa Thabane, l'épouse de l'ancien premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane. Cette dernière a été inculpée du meurtre de Lipolelo Thabane, la première femme de son mari. Le juge Tamsanka Nomkongo a ordonné la libération conditionnelle de l'épouse de l'ancien premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, inculpée du meurtre de la première femme de son mari. Maïsaïa Thabane n'était pas au tribunal pour l'audience. La pétitionnaire m'a demandé de la libérer sous caution à certaines conditions et rien n'a été dit contre ces conditions. Je lui accorde donc la libération sous caution à ces conditions. Grant her bail on those conditions. La caution de Maïsaïa Thabane a été fixée à 10 000 malotis, soit 514 € ou 576 $. L'épouse de l'ex-premier ministre a ordre de se présenter toutes les 2 semaines à la police et de l'informer de ses déplacements. Selon l'ordre du juge, elle ne peut entrer en contact avec des témoins de l'affaire. Maïsaïa Thabane, 43 ans, a été inculpée en février pour sa participation à l'assassinat en 2017 de Lipolelo Thabane, la première femme de l'ancien chef du gouvernement Thomas Thabane. Elle l'avait épousé quelques semaines après le crime. Maïsaïa Thabane avait été une première fois arrêtée en février et remise en liberté quelques heures plus tard, une mesure très critiquée dans le royaume. Elle est retournée en prison début juin après l'annulation de son contrôle judiciaire. Le meurtre de Lipolelo Thabane a conduit à la démission en mai de Thomas Thabane, lâché par la coalition qui soutenait son gouvernement depuis 3 ans. Ce dernier, qui n'a pas été inculpé mais reste sous la menace des juges, avait d'ailleurs proclamé en mai l'innocence de sa femme et la sienne.
Après l'attaque djihadiste du 11 juin dernier, la population a peur. C'est ce qu'a affirmé Kiali Ouattara, le chef de canton à Ferkessédougou, situé au nord de la Côte d'Ivoire. Cette attaque a, rappelons-le, coûté la vie à 13 militaires à Kafolo, à moins de 100 km à l'est sur la frontière burkinabé. Pourquoi on a peur? Ça fait au Mali, Burkina, là. Alors, en tout cas, on a peur. La population a peur. Je vois les gendarmes hurler. Bon, mais le père est là. Quand on dit on a tué les gendarmes, et puis, alors, c'est eux qui nous gardent. L'attaque à Kafolo, quand ça s'est passé, vraiment, nous tous, on était en crainte. Il y a longtemps, il y a des gens qui sont passés ici pour nous dire qu'on a qu'à faire attention toujours. Ceux qui viennent faire les presses, ceux qui viennent sur les zones pour venir prêcher ici, on a qu'à faire attention toujours. Même le préfet d'ici nous a appelé pour nous dire ça, on a qu'à faire attention toujours. Ce journal se poursuit. Dans une allocution télévisée, le président sénégalais Macky Sall a annoncé la levée dès ce mardi du couvre-feu et de l'état d'urgence instauré contre la Covid-19. Macky Sall a également annoncé la reprise des vols internationaux à partir du 15 juillet prochain, malgré la progression continue de la maladie dans le pays. Le Sénégal a déclaré 6 698 cas de contamination et 108 décès. Le taux de létalité au Sénégal est de 1,5% contre une moyenne africaine de 2,5% et de 5,2% au niveau mondial. Le Sénégal affiche un taux de guérison de 64,8% contre une moyenne africaine de 48% et mondiale de 50%. De la même manière que nous ne pouvons pas laisser au virus nos vies et notre santé, nous ne pouvons non plus lui laisser la vie et la santé de notre économie. Ainsi, mes chers compatriotes, tenant compte de cette double nécessité vitale, j'ai décidé de lever l'état d'urgence et le couvre-feu y afférent à compter de demain, 30 juin 2020 à 23 heures. La réouverture des frontières aériennes se fera à partir du 15 juillet prochain. Et les vols internationaux reprendront ainsi selon un protocole sanitaire défini. Les frontières terrestres et maritimes restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Les élèves ont retrouvé le chemin de l'école en Tanzanie après 3 mois d'interruption. Tous les établissements scolaires sont à nouveau ouverts suite à la réouverture des universités et de certains lycées début juin. Les élèves et les enseignants qui assistent aux cours aujourd'hui ont très bien réagi après une longue interruption. Comme vous pouvez le constater, toutes les classes sont pleines d'élèves. Les cours ont repris. Près de 90% des élèves de notre école sont revenus et sont ravis d'être de retour après de longues vacances. En tant qu'enseignant, on s'assure de respecter toutes les directives établies par le ministère de la Santé pour se protéger et protéger nos élèves contre le Covid-19. Par exemple, on s'assure que tout le monde porte un masque et qu'il y a suffisamment de réservoirs d'eau avec du désinfectant dans l'enceinte de l'école. On s'assure également que les enseignants et les élèves respectent la distance réglementaire d'1 mètre en classe afin d'éviter toute propagation au cas où une personne serait atteinte du coronavirus. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique que nous ouvrons par le Mali où le président de la République est sous pression face au peuple qui réclame sa démission. Le prétoire voit un président désespérément seul et berné. La sirène pense que régler ce problème, il faut des sacrifices. Là-dessus, le président de l'Assemblée nationale Tembine et Karim sont le dilemme du président Ibeka. Et pour cause, Info 7 se demande si pour la résolution de cette crise socio-politique que traverse le Mali, Moussa Tembine Manassa Danyoko démissionnait pour faciliter la tâche au président Ibeka.
Le Nouveau Courrier a accordé une interview à un ex-diplomate de l'ONU. L'homme a fait de grands déballages sur le régime de Ouattara en Côte d'Ivoire. Le quotidien d'Abidjan note que le régime traverse un grand désarroi au point de provoquer de l'inquiétude chez des diplomates occidentaux. Encore une fois de plus, la date butoir pour l'actualisation du fichier électoral en Côte d'Ivoire est repoussée. Le Nouveau Réveil, qui rapporte l'information, précise que la CEI a fini par suivre le PDCI-RDA. En effet, Bédier et les siens avaient proposé 1 mois pour ce processus, alors que la CEI avait donné 2 semaines. Le Messager au Cameroun, pour des questions d'insécurité, rapporte que l'opposition est dans le viseur du pouvoir. Les inondations menacent toujours les populations en Côte d'Ivoire. Forte pluie sur Abidjan, écrit Fraternité Matin. SOS pour le centre de sourds-muets de Biabou, s'est exclamé le canard. Le jour parle de ces populations qui défient la mort, parlant donc de ces inondations. Liberté au Togo parle de conflits entre communautés et fait remarquer que les arrestations en cours font craindre une résurgence des violences. Et puis, accusé d'exaction au centre du Mali, écrit Le Pays, la grande muette rompt le silence. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.